En Afrique, la France est toujours dans les mauvais coups. Alors que la guerre fait rage à l'est de la République démocratique du Congo, le cœur d'Emmanuel Macron penche plutôt pour les rebelles du M23 et leur principal soutien, le Rwanda de Paul Kagame. Ces dernières semaines, j'ai enquêté en exclusivité pour le média Off Investigation et des sources internes à l'administration française m'ont révélé comment le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, a tranquillement pu monter un business minier en France sans que le fisc français ne s'en préoccupe. Notre pays a-t-il abrité un trafic de minerais de sang? C'est toute la question. Chronique de France-Afrique sur la RD Congo, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Vous vous souvenez de la phrase du philosophe Frantz Fanon? L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Jamais cette citation, écrite il y a des décennies, n'a semblé autant d'actualité. Il faut dire que le conflit en RDC, ce gigantesque pays de 100 millions d'habitants, a connu une recrudescence ces dernières semaines avec l'offensive menée par les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. Les insurgés ont fondu sur Goma et Bukavu, les principales villes de l'est du pays, non loin de la frontière avec le Rwanda. Et derrière le M23, plane l'ombre justement du Rwanda, dont le régime du très autoritaire Paul Kagame arme et soutient ces rebelles congolais selon des rapports des Nations Unies. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. Même si ce n'est pas le seul paramètre dans la crise, le malheur de la République démocratique du Congo, c'est d'être riche, trop riche, d'avoir un sous-sol qui regorge de tant de trésors, or, cuivre, coltan qui sert à fabriquer nos iPhones. Et ces fabuleuses richesses attirent les convoitises de tous les charognards, notamment celle du M23. Au printemps 2024, le mouvement rebelle a pris le contrôle de la mine de Roubaïa, le plus grand gisement de coltan du monde, qui concentre à lui seul 15 à 30% de la production de la planète. Le joyau de la couronne est la mine de Roubaïa, dans le nord Kivu, la plus grande mine de coltan de RDC, sous contrôle du M23 depuis avril 2024. Hategeka Jean exploite cette mine depuis 2019. Après avoir appelé la population au calme, le M23 entame une campagne de recrutement dans les zones qu'il contrôle. Le travail de creuseur est bénéfique, mais tout dépend de la manière dont on l'exerce. Avec le temps, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et ce métier ne permet plus de subvenir à mes besoins. C'est pourquoi j'ai pris la décision de rejoindre le M23 pour défendre mon pays. Les experts de l'ONU estiment que les gisements de Roubaïa rapportent environ 800 000 $ par mois au M23 grâce à une taxe de 7 $ par kilo prélevée sur la production et le commerce du coltan. Alors que les condamnations internationales fusent, que l'Allemagne, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont annoncé la suspension de leur aide au développement au Rwanda en raison de son soutien au M23, la France, que fait la France? Elle siffle en l'air et elle regarde ailleurs. Il faut dire qu'Emmanuel Macron adore claquer la bise au dictateur. C'est son sport favori en Afrique. Après des décennies de brouille, dues à la terrible complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, Macron s'est rapproché du régime de Paul Kagame, réélu avec 99% des voix au mois de juillet dernier. Depuis juillet 2021, des soldats rwandais rendent d'ailleurs de fiers services à notre pays, ou plutôt à nos multinationales. Les troufions de Kagame combattent des djihadistes au nord du Mozambique, là où, coïncidence ou pas, se trouve un méga projet gazier de Total Energy, estimé à 20 milliards de dollars, et qui est suspendu pour le moment, car sa reprise est conditionnée à la sécurisation de la zone et la fin de l'insurrection djihadiste. En échange, la France ne se montre pas ingrate. Elle maintient vaille que vaille son aide au développement et sa coopération militaire avec Kigali, et elle freine des 4 fers pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné à l'échelon européen. Et c'est pas moi qui le dis, mais le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime.
Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Et l'Hexagone, c'est nous, c'est Bibi, c'est notre Emmanuel Macron vénéré. Et un autre événement va mettre un peu plus en lumière les ambiguïtés françaises vis-à-vis du Rwanda et de la rébellion du M23. Cette fois, ce sont les Américains qui ont pris le taureau par les cornes. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame, James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Outre le ministre rwandais James Kabarebe, le porte-parole de la rébellion du M23 a lui aussi été sanctionné par le Trésor américain pour des crimes commis à l'est de la RDC. Et c'est là que ça devient intéressant et que je me suis mis à enquêter. Figurez-vous que ce porte-parole, Laurence Kanyuka, a vécu plusieurs années en France, où ce charmant personnage disposait d'un pied-à-terre à Saint-Maur-des-Fossés, en proche banlieue parisienne. Kanyuka en a profité pour créer une entreprise de consulting minier en 2017, en France, alors qu'il avait déjà rejoint le M23. Cette société a élu domicile rue Saint-Honoré, dans le très chic 1er arrondissement de Paris, à 2 pas des bijouteries de la place Vendôme. Normalement, la mise sur pied de cette société, qui s'appelle Kingston Holding, aurait dû alerter l'administration fiscale française. Laurence Kanyuka n'avait pas ouvert un stand de chouquette, mais bien une entreprise de conseil minier qui aurait pu lui permettre, par exemple, de favoriser l'exfiltration de minerais de sang depuis les zones contrôlées par le M23 jusqu'en Occident. Et en plus, Kanyuka a fait vraiment n'importe quoi, comme s'il se sentait intouchable en France. Le chef rebelle n'a jamais déclaré aucun bilan comptable pour son entreprise, ce qui est normalement une obligation légale, passible de sanctions pénales si on ne la remplit pas. Sa société Kingston Holding n'est pourtant pas une coquille vide, une boîte qu'on créerait et qu'on oublierait ensuite parce qu'on est trop occupé à jouer au Che Guevara au fin fond de l'Afrique. Kanyuka a changé sa société 3 fois d'adresse depuis 2017. Il a racheté des parts et a même redonné une seconde vie à sa boîte, quelques jours seulement après être devenu porte-parole du M23 en 2022, et alors que cette rébellion menait une offensive d'envergure à l'est du Congo. Et qu'ont fait les autorités françaises face à une entreprise qui aurait dû déclencher des alertes en interne? Eh bien rien, nada, walou. D'après les sources internes à l'administration, que j'ai pu recouper pour Off Investigation, le fisc français, si prompt à dégainer le contrôle fiscal, est resté les bras croisés. Tracfin, notre service de renseignement économique n'a jamais fait redescendre d'alerte. Et Kanyuka n'a du coup jamais été pris par la patrouille. Plus étonnant encore, lui ou sa société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle fiscal ou même d'un carottage, une demande de renseignement que les impôts envoient à la banque qui abrite les comptes de la société. Cette procédure permet de contrôler discrètement les flux financiers de la société et d'établir s'ils sont bien légaux et s'ils doivent être taxés. Alors, à quoi a servi Kingston Holding? Laurence Kanyuka aurait-il utilisé sa société, domiciliée dans les beaux quartiers de Paris, comme une sorte de carte de visite qui lui aurait permis d'appâter des investisseurs, attirés par les fabuleuses richesses contrôlées par le M23 à l'est du Congo? Le porte-parole de la rébellion a-t-il été rémunéré au nom de sa société par des entreprises minières occidentales? Visiblement, la France ne semble pas pressée d'enquêter sur les activités de Kanyuka sur son sol. En 2017, on se souvient que Bercy avait été autrement plus réactif. Notre pays avait gelé les avoirs de rebelles tchadiens sous prétexte qu'ils finançaient le terrorisme islamiste, ce qui était du bullshit intégral. Mais à l'époque, François Hollande s'entendait comme larron en foire avec le tyran du Tchad, Idriss Déby Itno, qui rendait de fiers services à l'armée française au Sahel. Là, Kanyuka, c'est plutôt notre poteau. Et les défaillances du fisc français ne manqueront pas d'alimenter le doute et les accusations de connivence entre la France, le Rwanda et la rébellion du M23. Pour une partie des Congolais, la cause est déjà entendue. Regardez donc ce qu'il s'est passé le 28 janvier dernier à Kinshasa, capitale de la RDC. Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade de France mardi 28 janvier.
Des actes jugés inadmissibles par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, de la Belgique ainsi que des États-Unis ont également été attaquées. Les assaillants dénoncent notamment l'inaction de la communauté internationale quant au conflit en cours dans l'est du pays. En RD Congo, comme au Sahel et un peu partout dans nos anciennes colonies africaines, la France aura réussi l'exploit de se faire quasi unanimement détester par des populations jalouses de leur indépendance. Pourtant, certains de nos réseaux ont aidé le pouvoir congolais du très falot et très corrompu président Félix Tshisekedi. Pour défendre Tshisekedi, des mercenaires bien de chez nous, comme le franco-roumain Horacio Potra, ont monté une véritable légion de barbouzes, composée pour beaucoup de Roumains passés par la Légion étrangère hexagonale et qui ont acquis la nationalité française. Ces chiens de guerre ont été positionnés à l'est de la RDC. Ils étaient payés 10 000 $ par mois, pendant que les soldats locaux en sont rémunérés à peine 100. Ces mercenaires ont pourtant pris leurs jambes à leur cou dès que le M23 est arrivé à Goma, tout comme les hommes d'Olivier Bazin, un autre aventurier de la France-Afrique, gérant de casino au Tchad et qui s'occupait de la maintenance des avions de l'armée congolaise. Lui aussi a pris ses clics et ses claques. D'ailleurs, c'était marrant de constater que pour les médias publics français, comme RFI, ces barbouzes n'étaient pas des méchants mercenaires, non, ça c'est un qualificatif réservé aux Russes de Wagner, mais de quelconques paramilitaires, qui étaient d'ailleurs roumains et n'avaient du coup rien à voir avec la France. Quoi qu'il en soit, ces mercenaires n'ont pu opérer qu'avec l'assentiment tacite de Paris, qui certes soutient le Rwanda, mais n'a pas oublié de signer quelques juteux contrats avec la RD Congo, qui doivent profiter par exemple à Alstom ou à l'entreprise spécialisée dans la construction de ponts, Matière. Car c'est bien connu, en Afrique, notre pays a toujours mangé à tous les râteliers, et au Congo comme ailleurs, ça a fini par nous coûter très cher.